Alors, chers collègues, nous sommes en mesure de poursuivre nos travaux et nous avons l'honneur de recevoir des représentants de la Ligue des droits et libertés. Mesdames, bienvenue parmi nous. Auriez-vous d'abord l'amabilité de vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Je me présente, Linda Kellil, porte-parole de la Ligue des droits et libertés. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Madame Anne Pinault, membre de la Ligue des droits et libertés. Alors, nous sommes à votre écoute et vous disposez de 10 minutes. Merci. Donc, bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur les députés. La Ligue des droits et libertés remercie la Commission des finances publiques de cette invitation à participer aux consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi 3, loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives. Quelques mots sur la Ligue des droits et libertés. Fondée en 1963, la Ligue célèbre cette année ses 60 ans de lutte pour les droits humains au Québec et au Canada. En tant qu'organisation indépendante et non partisane, la Ligue des droits et libertés a contribué à la création d'instruments de protection des droits humains, dont la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, adoptée en 1975. Donc, je vais présenter brièvement le contexte dans lequel s'inscrit le projet de loi 3, puis Mme Pinault poursuivra par la suite pour le reste de la présentation. Donc, brièvement, en juin 2019, le gouvernement du Québec publiait sa stratégie de transformation numérique gouvernementale pour la période 2019-2023. Premier jalon en vue d'une numérisation des services publics de bout en bout. La stratégie affirme vouloir placer les citoyens et citoyennes au centre de l'évolution des services, des programmes et des politiques. Depuis, les projets de loi se bousculent pour donner forme à cette stratégie, notamment par une révision des régimes de protection des renseignements personnels en vigueur au Québec. Donc, on parle ici du projet de loi 14, du projet de loi 95, puis du projet de loi 64. Une constante se dégage par ailleurs. Ces lois libéralisent l'utilisation et la communication de renseignements personnels sans consentement, ce qui n'est pas, tel que le note la Commission d'accès à l'information dans son mémoire sur le projet de loi 64, de nature à accroître le contrôle du citoyen sur les renseignements qui le concernent. Cette effervescence législative se poursuit maintenant avec le dépôt du projet de loi 3 que nous sommes appelés aujourd'hui à commenter. La protection des renseignements personnels devient encore plus névralgique à l'heure actuelle. Le développement de l'intelligence artificielle et l'extension du modèle d'affaires qui est fondé sur l'exploitation des données ne vont pas sans risque. Et les gouvernements n'échappent pas à cet engouement pour les données. Il apparaît donc crucial, dans ce contexte, de rehausser les protections, particulièrement concernant les renseignements de santé et de services sociaux, qui sont parmi les plus sensibles et les plus intimes. Concernant le projet de loi 3, on constate que le projet de loi 3 concerne les renseignements de santé et de services sociaux détenus par les organismes du secteur de la santé et des services sociaux, que l'article 2 définit très largement les renseignements de santé et de services sociaux. Il inclut l'état de santé physique ou mentale d'une personne, ses facteurs déterminants, ses antécédents médicaux ou familiaux, tout matériel prélevé, les implants et orthèses, les services reçus et leurs résultats, etc. La liste est extensible, d'autres types de renseignements pouvant s'ajouter par voie réglementaire. Et on aura l'occasion d'aborder cet aspect plus tard. Quant à la notion d'organisme de santé, elle dépasse de loin le réseau de santé au sens habituel du terme. Sont notamment concernés le ministère de la Santé et des Services sociaux, de nombreux organismes liés à la santé mentionnés en annexe au projet de loi 3. Je ne vous ferai pas la liste pour gain de temps. À cela s'ajoute la personne et le groupement qui conclut une entente pour la prestation de services de santé et de services sociaux pour le compte de certains organismes de santé. Nous comprenons d'autre part que ce nouveau périmètre mêle le public et le privé, s'applique sans égard au fait que les soins et services prodigués soient assumés par l'État. Le propos aujourd'hui de la Ligue des droits et libertés, la perspective d'analyse que met de l'avant la Ligue quant au projet de loi 3 est celle d'une préoccupation quant aux droits et libertés. Donc, les lois de protection des renseignements personnels mettent en œuvre des droits fondamentaux garantis par la Charte des droits et libertés du Québec, dont le droit à l'égalité, le droit à la dignité,
le droit à la vie privée et le droit au secret professionnel. Évidemment, toute limitation à ces droits est soumise au test exigeant de l'article 9.1 de la Charte. Donc, on parle d'un objectif légitime et important, mesure proportionnelle à l'objectif et d'une atteinte minimale aux droits. Donc, sur cette introduction, je vais céder la parole à Mme Pinault pour la suite de la présentation. Oui, merci beaucoup de nous recevoir. Donc, au cœur des lois de protection des renseignements personnels se trouve le droit à la vie privée. Et le droit à la vie privée est particulièrement important en matière de renseignement de santé. On assimile souvent le droit à la vie privée à une question de protection des informations, de sécurité, de confidentialité, mais de façon plus fondamentale, la vie privée, c'est aussi le droit de contrôler l'information qui me concerne, le droit de la donner à une finalité précise et qu'on respecte cette finalité-là, sauf consentement, évidemment. Donc, au cœur de ce droit-là, on trouve le droit à l'autonomie, à la dignité et le droit à la vie privée. Selon le projet de loi, la personne doit être informée des fins précises pour lesquelles ces renseignements sont reconnus. Pourtant, de multiples occasions, le projet de loi permet l'utilisation ou la communication de ces renseignements à de toute autre fin et sans consentement. Donc, je n'énumérerai pas, mais on pourra y revenir. Ces dérogations ne remplissent pas, selon nous, le test exigeant de la Charte. Par ailleurs, le projet de loi aménage une autorisation générale d'usage des renseignements à d'autres fins administratives sans qu'il y ait une distinction dans le type de renseignement qui pourrait être utilisé. La notion de renseignement de santé est extrêmement large. Elle inclut des renseignements particulièrement intimes sur les personnes et on comprend la nécessité que les professionnels de la santé puissent obtenir des historiques de traitement, des radiographies, des tests, des analyses, toutes sortes d'éléments de ce type-là qui sont très intimes. Mais à des fins de gestion administrative, on comprend mal que la même notion de renseignement aussi large puisse être utilisée. Donc, on devrait limiter strictement le type de renseignement accessible à des fins administratives ou de gestion. Un autre enjeu, le secret professionnel, qui n'est pas abordé comme tel dans le projet de loi, contrairement à ce qu'on avait dans la loi sur le partage de certains renseignements de santé. Alors, on se demande un peu comment va s'articuler la question du secret professionnel, parce que les renseignements de santé sont presque, par définition, des renseignements visés par le secret professionnel. En matière de recherche, on prône un régime unifié d'autorisation d'accès, et on substituerait à le critère déraisonnable de requérir le consentement par une impossibilité pratique de l'obtenir. Le système national de dépôt de renseignements soulève des inquiétudes dans la mesure où on semble concentrer énormément de renseignements à un seul point d'entrée, et ce qui pourrait soulever des convoitises au niveau là, du dérançongiciel et du piratage informatique. La communication de renseignements hors Québec, qui est présente un peu partout dans ce projet de loi-là, limite ou permet la communication dans un pays qui a un régime adéquat et non un régime équivalent, ce qui est pour nous une problématique. Et on s'inquiète aussi un peu en terminant sur l'utilisation qu'on veut faire des données pour lesquelles le gouvernement se donne beaucoup de possibilités d'accès. Et nous craignons qu'un recours aveugle aux données mène à une standardisation des pratiques au détriment d'une approche décentralisée. Nous appréhendons le profilage de consommation, le contrôle des pratiques professionnelles, l'imposition d'outils d'évaluation supplantant le jugement professionnel et l'introduction du financement des hôpitaux par activité. Donc, en conclusion, le projet de loi aménage l'accès à une masse imposante de renseignements. L'emprise du gouvernement sur ces données s'étendra bien au-delà du système de santé traditionnel. Ces renseignements
de santé ont été fournis en vue de recevoir des soins pourront être utilisés à de toute autre fin. Le projet de loi brouille les frontières entre le public et le privé. Nous craignons que ce périmètre élargi ne soit l'occasion d'une privatisation accrue du régime public de santé. Alors voilà. Ah bon, ben, pile dans les temps. Merci beaucoup, beaucoup. Je cède maintenant la parole au ministre. Merci, Monsieur le Président. Bon, en fait, vous parlez de la loi 14, de la loi 95 et la loi 64. Ça donne bien parce que je suis le ministre qui a été au cœur de l'adoption de ces 3 projets de loi qui ont été adoptés à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Je tiens quand même à le souligner. Vous parlez d'une libéralisation des renseignements personnels. Je vais vous poser un peu, puis là, les collègues, allez prendre un café, là, parce que je vais être redondant. Alors que le Québec se dote d'un régime de protection des renseignements personnels qui est le plus sévère en Amérique, et de loin, alors qu'on adopte un régime de protection des renseignements personnels qui est l'équivalent du régime de protection des renseignements, le régime général de protection des données européen qui est le plus sévère au monde, vous nous parlez de libéralisation des renseignements personnels. Comment est-ce que c'est conciliable, ces 2 univers qui, semble-t-il, ne sont pas dans le même fuseau horaire, là? Je ne comprends pas votre démarche qui vous amène à cette conclusion-là. Je vais répondre. Monsieur le ministre, nous, on avait participé là, à la consultation sur le projet de loi 64. On a fait valoir les mêmes commentaires à ce projet de loi-là que ceux qu'on vous soumet aujourd'hui. Je pense qu'on ne peut pas ignorer qu'il y a un changement de modèle. On avait une loi de protection des renseignements personnels qui précisait chaque finalité pour lesquelles un renseignement pouvait être utilisé. Et faute de cette précision à la loi, il n'y avait pas possibilité, sauf consentement de la personne. Je pense que ce n'est pas une nouveauté de dire que le projet de loi 14, 95, 64 ont tendu à changer de ce modèle-là pour dire il faut qu'on cesse de travailler en silo, il faut cesser de ne pas pouvoir utiliser les informations pour d'autres fins. Alors, on a de plus en plus établi des modalités d'accès qui permettent d'autres utilisations que celles pour lesquelles, au départ, la personne a donné son renseignement. Par exemple, le projet de loi 3 nous dit que quand je recueille le consentement, je dois indiquer pour chacune des finalités. Et vous avez ensuite l'article 14 qui nous dit que lorsque je recueille des renseignements, je dois indiquer la finalité pour laquelle ces renseignements-là seront utilisés. Mais il est un fait que, malgré tout, on pourra les utiliser à d'autres fins. Je pense que c'est ce que vous avez voulu. C'est ce que l'ensemble des législations qui ont été adoptées... Mais si je peux me permettre, ce que vous dites est vrai, mais je pense, doit être précisé. On peut les utiliser à d'autres fins lorsque c'est manifestement dans l'intérêt de la personne. Et on a eu cette discussion-là en commission parlementaire avec les collègues. Il n'est pas question d'utiliser des renseignements personnels à des fins qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi ils ont été collectés. C'est ce que la loi dit. Et si ce n'est pas manifestement dans l'intérêt, et on a statué d'ailleurs, justement, là, vous parliez de la loi 64, que la Cour suprême, je pense, avait bien balisé ce qui était manifeste, la notion de manifestement dans l'intérêt de. Donc oui, vous avez raison, on reprend ce principe-là ici, mais je vous amène dans une situation concrète, puis ça va peut-être nous aider là,
à comprendre effectivement ce que l'on veut. Puis je vais reprendre les propos du docteur Amiot. Docteur Amiot qui dit, bon, moi, quand je vois un patient, je veux avoir accès à toute l'information. Or, moi, je peux avoir un dossier à l'hôpital Chauveau, je peux avoir un dossier au CHUL, je peux avoir un dossier à la Cité verte, mais je peux aussi, dans le cours de vacances, avoir consulté un médecin dans l'extraordinaire région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bien, le médecin qui me soigne veut avoir accès à tout ça. Or, si je vous suis bien, il faudrait que je donne mon consentement pour que chacune des informations de chacun de ces professionnels de la santé que j'ai consultés, pour chacun des établissements et des lieux physiques, il faudrait que je donne mon consentement à chaque fois, alors que manifestement, c'est ce que je veux, que le médecin y ait accès à toute l'information. Donc, l'idée de l'article, c'est ça. C'est ça, l'idée de l'article. Puis, en quoi ça, pour vous, ça représente une violation de la vie privée ou des droits et libertés d'un individu, alors que c'est manifestement dans l'objectif de mieux le servir, là? Oui. Merci pour la question. Effectivement, je pense que dans un contexte de soins, c'est particulièrement approprié que les renseignements puissent circuler et puissent être utilisés par l'ensemble des professionnels qui ont pour charge de soigner le patient. On n'en a pas vraiment à ce niveau-là. Je pense qu'on peut même dire que ça, c'est comme une utilisation à une fin compatible avec la finalité pour laquelle j'ai donné le renseignement au départ. Tu sais, je fournis des renseignements à mon médecin. Je pense que c'est une fin compatible que de faire suivre quand je suis soignée par un autre médecin. Ceci dit, je ne vois pas pourquoi on ne permettrait pas à la personne de carrément et précisément dire oui, je consens à ce que l'ensemble des professionnels qui auront traité mon dossier puissent y avoir accès. On en a par contre... Si je peux me permettre, parce que c'est important ce que vous venez de dire là, la loi prévoit que la personne peut refuser son consentement à ce que les informations soient transmises, même à un professionnel de la santé. Donc, ce que vous nous dites là, la loi le fait. On peut, n'importe quel citoyen peut refuser que ces renseignements de santé soient transmis à qui que ce soit, là. Je voulais juste contextualiser, là, parce que ça semble être le sens de votre propos, là, si j'ai bien compris. Oui, en fait, on comprend que les renseignements circulent. Ils ont été recueillis à des fins de soigner la personne et il apparaît normal qu'ils puissent circuler dans le cadre de l'épisode de soins. Et effectivement, vous avez raison, l'article 7 vient restreindre éventuellement l'accès de certains intervenants à certains renseignements si la personne le juge essentiel. Et ça, on n'a pas de problème non plus avec ça. Moi, nous, on en a plus sur l'utilisation à des fins administratives par une foule d'autres organismes. Et là, je parle particulièrement des cas où c'est le gestionnaire délégué aux données numériques qui sera appelé à trancher des demandes d'un peu tout le monde. Alors, vous avez les organismes de santé, les organismes publics, des ordres professionnels, des organismes d'autres gouvernements qui pourront demander l'accès à des renseignements de santé en faisant valoir que c'est pour l'application d'une loi, alors que ce n'est pas prévu à la loi, pour remplir ma mission, pour l'objet de mes activités, pour remplir mes fonctions, pour mettre en œuvre un programme, ou encore si c'est manifestement au bénéfice de la personne, ou en cas de circonstances exceptionnelles. Alors là, on a quand même plein d'organismes qui peuvent venir chercher des renseignements de santé. Et bon, évidemment, on pense que dans un cas comme ça, le consentement n'est pas là. D'ailleurs, ça sera le travail du gestionnaire de dire dans quel cas il pourra autoriser malgré qu'il n'y ait pas eu de consentement. Mais donc, on a là quand même une utilisation possible de beaucoup de renseignements à des fins que la personne n'a pas pu prévoir. Mais si je peux me permettre, la discussion est super intéressante, mais en fait, vous dites
ce n'est pas prévu à la loi, je dois corriger ça parce que la loi dit manifestement que vous n'avez accès aux renseignements que dans le cadre de votre fonction qui est prévue par une loi. Donc, quand vous parlez du gestionnaire de données, puis là, il faut lire aussi dans le contexte de la loi 95 là, qui amène au niveau de la protection des renseignements personnels des obligations supplémentaires. En fait, le gestionnaire est l'arbitre, en tout cas pas le seul, là, parce qu'il y aura le centre d'accès aux données, mais qui va justement avoir à dire, bien non, je ne peux pas vous donner accès à ces informations-là parce que dans le cadre de l'exécution de votre mandat, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ces renseignements-là. Et c'est là tout pas tout, là, mais une partie du mécanisme de protection qui fait en sorte que je pense que vos craintes, puis je les entends, mais peut-être que ça va vous rassurer de dire que justement, son rôle, c'est de faire en sorte que si, dans l'exécution d'un mandat prévu par la loi, vous n'avez pas besoin d'avoir ces informations-là, vous ne les aurez pas. Et c'est intéressant parce que c'est un peu la discussion qu'on avait avec la commissaire à la santé et au bien-être qui voulait remplacer le « peut » par un « doit ». Et là, je pense que nous, on a émis des réticences justement parce que si c'est une obligation de transmettre les renseignements personnels, là, j'aurais tendance à vous donner raison. Mais comme ce n'est pas une obligation, qu'il y a cette possibilité-là de les donner ou non, il y a quand même un jugement qui s'exerce en fonction de l'ensemble du contexte législatif québécois. Fait que, je pense en tout cas que ça va dans le sens peut-être d'un meilleur contrôle aux renseignements personnels. Mais je vais revenir sur l'aspect gestion parce que les représentants de la FMSQ avaient un peu les mêmes craintes. Ne trouvez-vous pas qu'une organisation qui vient chercher 43 % du budget du Québec devrait faire l'objet d'une gestion rigoureuse, extrêmement rigoureuse, devrais-je dire? Et si oui, comment un gestionnaire peut-il faire une gestion extrêmement rigoureuse de son organisation s'il n'a pas accès à l'information nécessaire pour remplir son mandat? Oui. Nos préoccupations sont de deux ordres. D'abord, le fait qu'on va quand même permettre l'accès à des renseignements pour une fin qui n'avait pas été précisée au départ. C'est vrai que le gestionnaire délégué aux données numériques va intervenir et décider dans quel cas ce sera possible ou pas. Le gestionnaire est quand même partie de l'appareil gouvernemental et notamment, il fonctionne dans le cadre de la loi sur la gouvernance et on pense qu'il est possible que la circulation de la donnée pour lui soit plus importante que le test qu'il devra faire de vérifier l'impact sur la vie privée et l'intérêt public. Donc, on sait que plusieurs de ces cas de figure-là étaient autrefois l'objet d'un avis de la Commission d'accès à l'information. Ça tombe avec la loi 25 et c'est maintenant le gestionnaire qui va remplir cette fonction. Donc, on a quand même des préoccupations de ce type-là. Mais l'autre préoccupation qu'on a, c'est qu'il y a des renseignements de santé qui sont tellement intimes, tellement névralgiques et tellement précieux pour les gens et la loi, le renseignement, la définition privée à la loi ne distingue pas. On pourrait utiliser n'importe quel type de renseignement de santé à d'autres fins, notamment pour évaluer le fonctionnement ou l'organisation du système. Alors, on trouve qu'il y a certains renseignements qui sont tellement critiques qui ne devraient pas pouvoir servir à autre chose qu'à des traitements de santé. Je vous suis là-dessus, mais si je peux vous rassurer, d'une part, en fait, les renseignements de santé font l'objet d'un régime particulier. Je veux dire, la loi 3 est un régime particulier pour les renseignements de santé. Donc, on vous suit tout à fait quand vous dites que ce sont des renseignements hautement sensibles.
Ceci étant dit, lorsqu'on dit que le professionnel qui exerce son mandat doit avoir accès seulement aux informations dont il a besoin, je ne vois pas comment on pourrait conclure qu'un gestionnaire a besoin de savoir quel est l'état de mon cancer pour prendre une décision de gestion. Je caricature, là, mais vous comprenez l'exemple que je veux donner. Alors, oui, il peut avoir accès au nombre de chirurgies, il peut avoir accès aux délais dans les urgences, il peut avoir accès à des informations qui relèvent de son mandat de gestionnaire. Mais je pense que dans le libellé de la loi, de la façon dont la loi est construite, il serait difficilement justifiable pour qui que ce soit de donner accès à des renseignements de santé sensibles d'un individu en particulier à un gestionnaire qui n'a pas pour fonction de soigner les gens. Puis je vous dirais même, je vais aller plus loin que ça, si vous me permettez, je ne vois pas comment on pourrait donner des renseignements de santé très précis à un professionnel de la santé dont ce n'est pas le mandat de soigner cette pathologie-là en particulier. Alors, c'est ça, je pense que... Puis je comprends votre inquiétude, parce que le libellé est effectivement générique, mais dans l'interprétation, puis c'est pour ça qu'on était quand même en cohérence avec ce qu'on a fait avec 95 et 64, et les définitions et les jugements de la Cour suprême qui en découlent. Et je vous invite aussi à revoir 95, parce que sur les sources de données numériques, là, il y a une obligation de faire des évaluations de facteurs relatifs à la vie privée. Il y a des règles de gouvernance qui doivent être établies, qui doivent être validées par la CAI. Donc, on travaille en cohérence avec les autres lois du Québec. Et je pense que ça, en tout cas, ça devrait être de nature à vous rassurer. Je l'espère. Je suis assez conclu à ton goût? Ah, c'est très bien conclu, Monsieur le ministre, vraiment. Je suis un maître de la conclusion. Alors, mesdames, nous allons poursuivre nos échanges, cette fois-ci avec la députée de Mont-Royal-Outremont, qui dispose de 12 minutes 20 secondes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, pour votre intervention très, très pertinente, très importante. La protection des droits et libertés, c'est fondamental, c'est extrêmement important. Et les principes que vous défendez sont importants et il faut en tenir compte. On va certainement relire le libellé pour s'assurer qu'on a... tu sais, vous allez nous amener finalement à trouver le juste équilibre dans ce dossier-là par rapport aux objectifs là, qui sont visés et qui sont louables. Parce que nous, on est dans la recherche du bien commun, du bien public. Donc, on vous entend et je ne veux pas refaire toute la discussion, puis vous avez soumis un mémoire détaillé. Mais dites-nous quand même sur quelle piste est-ce qu'on est dans la bonne direction? C'est sur quels aspects est-ce que vous pensez qu'on va faire des progrès et que le projet de loi va être bénéfique là, pour l'ensemble des utilisateurs? Si je peux me permettre, il y a quand même des aspects là, qui sont intéressants dans le sens de prévoir un régime unifié, une façon de traiter les renseignements de santé de la même façon, peu importe où ils sont éparpillés. Nous, on pense aussi que, je pense que par rapport à la loi 25, ce qu'on amène du côté de la recherche, il y a quand même des éléments intéressants dans ça, notamment toute la question du centre d'accès à la recherche, qui malheureusement n'est pas désigné à la loi, malheureusement parce que ça nous permet pas vraiment de discuter de l'expertise de cet organisme-là ou de comment il va fonctionner. Tu sais, je veux dire, ça c'est quelque chose que nous regrettons, là, qu'on n'ait pas l'identité de ce centre d'accès à la recherche. Mais bon, je pense que dans la mesure où ça sera une organisation qui a vraiment une expertise, qui sera préoccupée par non seulement la recherche, mais aussi le droit à la vie privée,
et l'intérêt public en matière de recherche, je pense qu'il y a là une procédure qui peut être intéressante. Mais je vous avoue que nous, on voudrait un régime unifié, c'est-à-dire que toute demande pour utilisation de renseignements sans consentement en matière de recherche devrait faire l'objet d'une autorisation par le Centre d'accès à la recherche, plutôt que d'avoir une procédure double. Parce que ce que le projet de loi prévoit, c'est que si vous êtes un chercheur lié à un établissement de santé ou à un établissement là, de l'annexe 1, dans ce cas-là, vous faites votre demande à l'établissement de santé ou à l'organisme de l'annexe 1. Et c'est la plus haute autorité de cet organisme-là qui va autoriser l'accès à des renseignements de santé sans consentement. Et on a une difficulté parce que ces organismes-là embauchent. Un chercheur lié, c'est quelqu'un qui est embauché par un CIUS, par exemple, pour faire de la recherche. Alors, on peut s'attendre que dès que le chercheur va demander à la plus haute autorité « j'aurais besoin de tel renseignement », bien, on craint que ça soit du rubber stamp et que l'étape qui consiste à vraiment vérifier s'il est impossible d'obtenir le consentement et si c'est vraiment d'intérêt public par rapport à l'impact sur la vie privée, ce test d'équilibrage des droits risque d'être plus ou moins appliqué avec sévérité. Alors que si on avait un seul organisme qui dispose de l'ensemble des autorisations, on pourrait s'assurer que le test d'équilibrage des droits puisse être appliqué de façon constante. Merci. Vous avez parlé de l'importance de contrôler l'information. Donc, vous ne voyez pas dans la loi un encadrement un encadrement suffisant, adéquat? Vous ne voyez pas une possibilité pour le patient de cesser ou de retirer son consentement ou de le baliser adéquatement? Vous avez parlé de ça, de l'importance de contrôler. Et si je vous entends bien, vous n'êtes pas rassuré à la lecture du projet de loi. Bien, c'est certain que le contrôle de l'information, c'est le contrôle de l'utilisation qui en est faite. Alors, à partir du moment où je consens à vous donner un renseignement à des fins de soins et que ce renseignement-là, ensuite, peut être utilisé sans mon consentement à d'autres finalités, bien là, il y a une perte de contrôle. C'est fatal. Alors ça, c'est le modèle qui est proposé, mais qui est le même qui a été adopté avec 95 et avec la loi 25. Donc, ça, pour nous, ça demeure une problématique. Au niveau donc de la protection, puis je terminerai avec ça, là, des renseignements personnels, évidemment, on est tous préoccupés par cet aspect-là, sachant aussi que le risque zéro n'existe pas. Vous pensez que donc le projet de loi est pas assez strict et n'offre pas un encadrement adéquat pour bien protéger le renseignement personnel? Bien, le projet de loi reprend le modèle qui a été adopté et qu'on a très critiqué dans le cadre notamment du projet de loi 64. Donc, à cet égard-là, la possibilité d'utiliser à d'autres fins les renseignements, pour nous, c'est un problème. C'est une approche qui ne nous satisfait pas. On va regarder attentivement votre mémoire. J'imagine que vous avez proposé, je n'ai pas eu la chance de le lire en détail, mais vous proposez, j'imagine, des amendements au libellé qui vous à plusieurs rassuraient. Endroits, oui. Okay. Excellent. Je vous remercie beaucoup, mesdames. Merci à vous, chers collègues. Je cède maintenant la parole au député de Rosemont, qui disposera de 9 minutes. Merci, M. le Président. Bonjour à vous deux. Merci d'être là. Merci pour le mémoire qui est quand même assez exhaustif. Je vais essayer de le prendre en deux parties, la question de compartimenter ma pensée là-dessus. Là. De un, je vais parler des patients ou des personnes, parce qu'on n'est pas toujours un patient dans la vie. Là. On l'est à partir du moment où on est traité, suivi ou malade.
Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de notre dossier de santé, même si on n'est pas patient. Là. C'est pourquoi je fais la distinction. Le but, là, évidemment, ici, puis c'est pourquoi je serais en principe d'accord avec une idée générale qui est dans le projet de loi, et j'ai pas dit que j'ai pas dit que le projet de loi est adopté puis que je vais l'adopter. Je dis qu'en principe, l'idée générale, c'est de faciliter la fluidité et le transfert d'informations au bénéfice du patient ou de la personne. On conviendra, je pense, tout le monde ici, que parfois c'est un peu kafkaïen, c'est un peu compliqué là, d'avoir les données de santé, ça ne circule pas nécessairement, on n'est pas tout le monde arrivé au 21e siècle. Là. Alors, ça, c'est la prétention du projet de loi qui est déposé ici, de servir d'abord et avant tout la personne, le patient, les citoyens. Vous voyez des éléments dans ce projet de loi-là qui vont en ce sens. On parlera de vos craintes après, là, elles sont bien exprimées, mais est-ce que vous retrouvez dans ce que vous avez lu le principe de servir d'abord et avant tout les citoyens, les citoyennes en matière de données personnelles? Effectivement, en ce qui concerne les soins de santé, je pense que ça permet à l'intervenant professionnel qui en a besoin d'obtenir communication des renseignements qui lui sont nécessaires pour procéder aux soins qu'il a à prodiguer. Ça, notre problème n'est pas là. Notre problème, il est lorsque un organisme public, mettons un ministère ou la SAC ou n'importe quel autre organisme public peut s'adresser au gestionnaire délégué aux données numériques, lui dire « Moi, j'ai besoin de telle information de santé pour remplir ma mission et que le gestionnaire va dire effectivement, précise-moi la finalité pour laquelle tu en as besoin et éventuellement fera droit à cette demande-là sans que moi j'ai donné mon consentement à cette utilisation-là qui n'a rien à voir avec les soins de santé. Vous faites le postulat que ça pourrait se faire, donc, je vais le dire comme je le pense, là, dans mes mots, là, ça peut se faire dans le dos du citoyen. Mais ce que dit 72, là, c'est que le gestionnaire délégué aux données numériques autorise les communications de toute une section. Cette section-là permet à un organisme de santé, à un organisme public, à un ordre professionnel ou à un organisme d'un autre gouvernement de demander l'autorisation de recevoir des renseignements de la part d'un organisme détenteur de renseignements. Et là, il y a une mécanique. Et c'est pour des fins précises, l'application de la loi alors que ce n'est pas prévu pour ma mission, mon objet, ma fonction, parce que c'est au bénéfice de la personne. Mais là, on comprend qu'on n'est plus dans l'utilisation des fins de soins de santé, là. Alors ça, c'est 72, 60 et suivant. C'est plus là qu'on a des problèmes. Je comprends bien votre point. Prenons-le maintenant sous l'angle de la recherche. Là. J'ai bien lu là, les sections de votre mémoire là-dessus. Là. Je comprends vos craintes. Il y a une crainte un peu, là, depuis le début, qu'on parle là, de fluidité des renseignements personnels de santé, là, puis ça doit faire 3 ans. On a commencé ça dans la dernière législature. Là. Il y a quand même toujours la crainte ou le spectre, selon notre niveau d'anxiété, que le privé, le Big Pharma notamment, ou qu'à un moment donné, ça devienne des données tellement valorisées, tellement commerciables, tellement chères aussi, tellement cherchées, recherchées, prisées, qu'on va l'échapper, puis qu'à un moment donné, ça va servir à ça aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, nous, on voudrait que on définisse d'abord qu'est-ce que l'intérêt public qui justifie une recherche. On sait que le test qui sera appliqué, c'est d'abord
on fournit les renseignements sans consentement si on estime que c'est déraisonnable d'exiger le consentement, premier élément, et si le projet est d'un intérêt public qui l'emporte, l'objectif du projet l'emporte sur l'impact sur la vie privée. Alors, nous, d'abord, on aimerait que soit définie la question de l'intérêt public. Qu'est-ce qu'on entend par l'intérêt public? Alors, pour nous, ça devrait être des recherches qui poursuivent le bien commun, qui visent l'amélioration de la santé, du bien-être, qui servent des fins socialement utiles, qui assurent le partage des résultats et des bénéfices. Donc, et en conséquence de cette vision-là qu'on a de l'intérêt public, on permettrait aux chercheurs liés à des organismes de santé d'utiliser la mécanique, et aussi à des chercheurs qui relèvent du monde académique, qui sont attachés à une université, qui fonctionne en fonction de subventions dans des institutions agréées, mais on ne permettrait pas les demandes en provenance d'entités commerciales. C'est clair. Parce que... C'est bon, c'est clair. Il me reste peu de temps, là, j'accélère et j'abrège. Il y a dans votre dernier paragraphe une série d'appréhensions qui sont assez lourdes. Là. Je vais essayer d'y aller dans l'ordre. On ne pourra malheureusement pas toutes les passer parce que je n'ai pas assez de temps. La Ligue des droits et de liberté s'inquiète d'une utilisation des données qui mènerait à une standardisation des pratiques dans le réseau. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous entendez par une standardisation des pratiques dans le réseau? Quelle est votre crainte à ce sujet? Bien, à partir du moment où on s'en remet à des données, fatalement, on va essayer de trouver les meilleures pratiques supposément attachées à telle ou telle façon de fonctionner. Et la crainte, c'est que la donnée, qui est un portrait d'une situation, mais qui ne rend pas toujours compte de l'ensemble ou d'autres aspects de la situation dont elle ne tient pas compte. Donc, on se fie un peu aveuglément à ces données-là et qu'on omette de tenir compte qu'il y a toutes sortes de réalités dans toutes sortes de milieux qui font que adopter telle pratique, bien, ça ne conviendra pas nécessairement dans tous les milieux. D'accord. Et ensuite, nous appréhendons aussi le profilage de consommation de soins, ça va, je comprends bien, et le contrôle des pratiques professionnelles. Allez-y là-dessus, puis je verrai si ça correspond à quelque chose qu'on a entendu aussi hier d'un autre groupe. Je veux juste vous entendre d'abord. Bien, en fait, c'est aussi à partir du moment où on automatise des choses. Vous avez, là, par exemple, des systèmes de décision entièrement automatisés là, qui sont mentionnés dans ce projet de loi-là comme une des possibilités. Qu'on dépossède peu à peu des professionnels de leur fonction de juger d'un cas, non pas à partir seulement de données ou en cochant des cases et en ayant un résultat au bout de la ligne, OK? Il faut laisser aux professionnels la marge de manœuvre pour utiliser les données qui peuvent être tout à fait utiles, mais ne pas compromettre leur jugement professionnel pour autant. Très bien. Oui, merci. Alors, Mesdames Kelly-Lépinault, merci beaucoup pour la qualité à la fois de votre présentation et de vos réponses. Nous espérons vous retrouver sous peu parmi nous. Cela dit, nous allons suspendre nos travaux afin de faire place à nos prochains invités. Au revoir, Mesdames.